La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Murmures du Lac Immobilier Histoire, toujours bien sûr en direct dans les studios de Radio Grand Lac 92.1 FM, émission que vous commencez maintenant bien sûr à connaître, un jeudi sur deux, 17h en direct, voilà pour les habitués. Écoutez, aujourd'hui une émission qui va, je pense, en intéresser plus d'un. On va aborder des sujets d'actualité, des sujets intéressants, des sujets importants. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Valérie Pommier. Bonjour Valérie. Bonjour Romain. Alors, je vais tenter une petite présentation et bien sûr, je te laisserai enchaîner pour parfaire un petit peu mes dires. Donc, tu es la fondatrice et présidente de l'association Résilience Montagne. Tu es basée à Annecy. Tu exerces depuis maintenant quelques années cette fonction au sein de cette association. Et depuis, je dirais, donc tu m'as dit 2016, le cadre existe. Et depuis, voilà, peut-être un an ou deux, le cadre formel juridique est appliqué. Donc Résilience Montagne, on a déjà un petit peu, voilà, des éléments de réponse par rapport à un petit peu qu'est-ce que ça veut dire que cette résilience montagne. Donc on se doute que c'est une protection du patrimoine naturel, probablement en montagne, hein, sinon on t'aurait appelé ça résilience mer peut-être, hein, ça sera peut-être le prochain combat, hein, faut déjà de quoi faire je pense en montagne. Voilà, explique-nous un petit peu quelles sont les grandes lignes de cette association dans un premier temps, et puis on enchaînera un petit peu avec ton parcours après. Eh ben merci, oui, on pourra dire résilience terre peut-être. Oui, peut-être, tout à fait. Résilience monde. Moi j'habite à Annecy, je suis annécienne, j'ai 54 ans, je suis née en 1969, à un moment où on parlait pas du tout de toutes ces problématiques aujourd'hui qui m'intéressent. Et puis au fur et à mesure de mon parcours, que j'estime plutôt classique, j'ai fait une école plutôt de commerce, et puis j'ai eu une carrière plutôt classique vu le milieu dans lequel je viens et de mes études. Je suis partie un petit peu au Gabon, travaillé pour l'ambassade de France. Et puis ensuite, je suis rentrée, j'ai créé ma famille. Je suis partie avec mon mari à Hong Kong, où je travaillais aussi là pour booster la destination France d'un point de vue investissement lourd sur le territoire et booster la destination France d'un point de vue tourisme dans les Alpes françaises, où très complètement, on va dire très concrètement, c'était de capter ce 1% de Chinois ou d'Asie du Sud-Est pour qu'ils viennent skier chez nous dans nos montagnes. Ok, alors ce qui m'avait intéressé et vraiment qui va attirer ma curiosité, c'est justement un petit peu ce parcours que je trouvais intéressant puisqu'il était... on voit qu'il y a qu'il y a un petit peu les deux faces de la pièce, c'est-à-dire que t'as travaillé pour effectivement promouvoir le territoire, t'as travaillé aussi dans des secteurs voilà économiques, et puis finalement, alors est-ce que c'est ce quotidien qui t'a emmené à détecter peut-être que voilà il y avait une cette vocation un petit peu de protectrice ou je dirais plutôt on en parlait il y a un instant, de cette envie d'informer, de délivrer, de restituer en fait finalement une vérité. Alors le mot est toujours un peu un peu formel, mais disons de relater les faits de ce qui se passe dans nos montagnes. Finalement, en termes d'introduction, qu'est-ce qui se passe dans nos montagnes qui a justifié cet élan et cet intérêt pour développer cette association? Eh bien, au tout début, je t'avoue, moi, j'ai pas eu la conscience de tout ce dont je parle maintenant. Peut-être par manque de curiosité, puisqu'on avait tout sous les yeux depuis de longues années. Et puis peut-être parce que c'est confortable. Et puis, mes derniers postes, c'était de la promotion immobilière pure, plutôt en montagne. Et j'étais quand même vue comme l'écolo de service, entre guillemets. Parce que à chaque fois, j'amenais la problématique de l'artificialisation. Est-ce qu'on doit construire différemment parce que finalement c'était trop carboné? Est-ce qu'on pourrait plutôt utiliser des matériaux de circuit court? Et puis un jour, je me rappelle être à ce superbe terrain en Andorre,
magnifique. Et là, je me pose la question, on est devant le gouvernement d'Andorre, et je me dis, est-ce qu'il faut le faire en fait ? Est-ce que là, on doit développer des centaines ou des milliers de lits touristiques dans ce paysage qui est juste magnifique et extraordinaire, et y amener donc un tourisme de l'étranger très riche, parce que c'est Andorre et qu'il va falloir monter en gamme. Et là, je suis plus sûre de rien. D'ailleurs, je me débine de ce projet-là assez rapidement. Et quand, dans mes derniers emplois, j'explique que j'ai cette problématique-là, je vois bien que ça dérange. Et à un moment, quand tu déranges, tu pars. C'est sûr que dans le monde d'aujourd'hui, ça, je le conçois, qu'on est le business montagne, hein, la promotion immobilière en station. Vous avez qu'à simplement regarder un petit peu ce qui se vend, les prix. Enfin, c'est connu de tous. Hein, c'est les records nationaux. Hein. On parle de Paris, mais je pense que les stations françaises sont au moins n'ont rien à envier au prix parisien, voire même peut-être, je pense, on arrive à des pointes. Donc oui. Alors quelque part, je fais un peu l'avocat du diable. C'est aussi une fierté, hein, pour nous d'avoir des domaines skiables parmi, je pense, les plus beaux au monde, d'avoir des stations très bien équipées, d'avoir des merveilleux chalets, etc. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est un peu la question centrale du jour, c'est que tout ça a un coût en ressources, un coût en énergie, un coût en eau, qu'on va développer un petit peu plus tard. Et est-ce que, parce qu'on peut faire quelque chose, est-ce qu'il faut le faire ? Alors, bien sûr que la plupart des acteurs économiques vont répondre que oui, que c'est des milliards d'euros, que c'est des emplois, etc. Donc, bien sûr, moi, quelque part, puis je serais mal placé pour contredire à 100% ça, puisque on vend aussi ces programmes, on vend de l'immobilier neuf, ancien, en station. Donc, je me vois mal complètement, retourner ma veste. Mais en tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse et c'est vraiment, je suis content de faire ce sujet. L'idée aussi, c'était on peut de pas mettre d'étiquette également sur tout ça. Et ton parcours, moi, je trouve qu'il est vraiment représentatif de ça. C'est de se dire, j'ai voyagé, j'ai écouté, j'ai bossé pour des promoteurs, et puis finalement, je me dis, tiens, il y a peut-être une sensibilisation à apporter. On dit pas de tout freiner, de mettre un grand coup de stop, mais c'est peut-être de regarder finalement, de faire un petit bilan et de se dire que si dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y aura plus de neige du tout, on va évoquer le lac d'Annecy tout à l'heure avec son niveau assez bas qui, bon, a priori, il y a quand même un lien avec ces fameuses retenues collinaires qui ont fait beaucoup parler ces derniers mois, que peut-être qu'enfin il serait temps d'intégrer cette donnée dans la grande équation de l'économie, et c'est vrai, il y a peut-être quelque chose à voir. On va rattacher un petit peu les wagons. Donc finalement, cette association, c'est sa caractéristique principale, sa mission principale, c'est d'informer avec des éléments factuels. Qu'est-ce que tu disais aussi de vulgariser le côté scientifique. Alors, est-ce que tu peux un peu nous étoffer un petit peu cette partie? Alors oui, au tout début, je me disais, on entend beaucoup de choses sur la montagne, mais pour moi, pas la vraie réalité de ce qui se passait d'un point de vue climat. Donc, je me suis intéressée à toute cette problématique en me disant, effectivement, je suis pas scientifique. Donc, je lis les scientifiques. Quand j'ai un doute, je questionne ces scientifiques afin de pas déformer l'information scientifique. Ça s'appelle vulgairement vulgariser. Donc, vulgariser, informer, et puis m'intéresser aux causes et aux conséquences du réchauffement climatique en montagne. Parce que tout comme l'océan, on entend beaucoup de choses s'étendent sur l'océan. Les montagnes et les océans sont des sentinelles du climat. C'est là qu'on voit les plus gros changements sous nos yeux, en fait. On voit ces côtes qui vont peut-être être sous l'eau prochainement, toute la côte atlantique. Et puis quand on voit nos glaciers, on a bien compris qu'il se passait quelque chose. On appelle ça, pour moi, des sentinelles du climat. Et en fait, je me suis dit, ok, une fois qu'on a le constat, quel changement est-ce qu'on pourrait imaginer afin que les stations de ski ou ces villages de montagne s'organisent différemment, parce qu'effectivement, va arriver le problème de la ressource, des ressources. Et comme tu disais tout à l'heure très justement, le souci qui est aussi un avantage, c'est qu'on est une région très prospère économiquement. On est victime de notre succès. On a par exemple, si on prend Val d'Isère, un prix moyen à 25 000 euros du mètre carré. Tant mieux pour les gens qui sont là, qui peuvent vivre, qui font on appelle des culbutes immobilières. Tant mieux, ça existe. Mais qu'est-ce qu'on en fait dans le futur ? Est-ce que c'est souhaitable de limiter cette flambée des prix ? Si oui, pourquoi ? Sinon, continuons, mais quels sont les risques ? Et tout ça, en fait, dans ma tête, parce que c'est vrai que j'ai vu le business avant.
et que de tout arrêter, on sait qu'on ne peut pas. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour anticiper et puis peut-être aussi du coup transformer, mais de manière, on va dire par palier, en organisant, en anticipant toute cette économie qui est faramineuse. 50% du PIB de la Savoie, c'est le tourisme. Qu'est-ce qu'on en fait en fait ? Comment on le remplace à terme ? C'est ça aussi qui va. Alors, les deadlines sont quand même assez lointaines malgré tout, et c'est aussi peut-être pour ça que le message a du mal à résonner. Alors je pense que le message il est compris maintenant. Malgré tout, je pense que ces dernières années, on a quand même eu tout un tas d'événements, tout un tas de discours. Enfin, je pense que par rapport à la génération de nos précédentes, on a quand même une sensibilisation qui s'est faite grâce à tous les acteurs qui ont mis en avant ces sujets, ces dangers, qui ont pointé du doigt les choses. De toute façon, maintenant, vous allez sur... effectivement, on tape photo glacier avant-après. C'est quand même difficile de dire le contraire, qu'il se passe quelque chose. Ça c'est sûr. On voit aussi dans les journaux paraître justement ces fameuses retenues collinaires. Moi, naïvement, je pensais que c'était des lacs d'été. Tu sais, le gars, il est débile. Ouais, c'est intéressant. Mais c'est vrai, moi, je pensais que c'était je me dis, tiens, c'est sympa, ils ouvrent un plan d'eau, tu sais, comme à l'Écheren, comme à Rumilly, et pas du tout, en fait. Ok, on stocke de la flotte pour les canons. Bon, jusque-là, à la limite, je me dis, pourquoi pas, y a pas de souci. Moi, personnellement, je m'étais dit, tant que j'ai de l'eau dans mon robinet, tant mieux. N'allons pas gâcher cette ressource qui est quand même une manne d'argent importante. Alors, pour moi, personnellement, ça me remplit pas mes comptes. Donc, c'est aussi marrant parce qu'on se dit, c'est super, c'est très bien, mais est-ce qu'on le sent individuellement ? Je suis pas sûr que tous on profite de ces 25 000 euros du mètre carré. C'est sympa, mais en tout cas, pour nous, dans notre vie du quotidien, qu'est-ce que ça change ? Je sais pas trop. En tout cas, on le disait tout à l'heure, moi j'ai des souvenirs d'avoir eu la chance de skier tout jeune, tout minot, des souvenirs formidables. J'ai envie de skier, quoi, Valérie, c'est quand même... Mais tout le monde a envie de skier. Tout le monde a envie de skier, ouais, voilà, ouais. c'est... faut... Enfin, tout le monde, c'est 7% des Français. Oui, je pense que beaucoup plus de gens, effectivement, le feraient. Après, nous, on a la chance d'être dans des régions où, je me rappelle, on avait des forfaits pas chers du tout, on avait avec les écoles, tout ça, c'était très accès, comme en Atlantique, les gars savent tous surfer parce que ils ont les vagues, ils ont le truc. Donc chaque région, je dirais, a un petit peu son intérêt. Bon, c'est sûr que le banlieusard parisien, lui, il a moins de chance. Mais ça, après, c'est comme ça. On choisit pas dans quelle région on va naître, bien sûr. En Normandie, ils font du char à voile, ils font de la navigation, ils ont des petits optimismes. Enfin, voilà, je pense que chaque région a ses petits plus. Nous, c'est vrai que c'est le ski, les randonnées, ce genre de choses. Alors en quoi, explique-nous un petit peu, vulgarise-nous cette retenue collinaire. Alors en quoi ça consiste exactement et pourquoi c'est quand même pas forcément top de les accumuler? Au début, la neige artificielle, j'appelle ça comme ça, alors d'autres disent la neige de culture, c'était pour rajouter des petits bouts de neige quand on avait besoin pour un retour station. Et puis pourquoi pas. Voilà, on comblait certains raccords de pistes qui nous permettaient de faire un retour station. Aujourd'hui, vu le manque de neige et vu ce qui se passe d'un point de vue climat, du coup météo, on peut constater quand même qu'on a moins de neige et qu'on en aura de moins en moins. Ce procédé est utilisé pour skier tout clairement. C'est-à-dire que sans neige artificielle, du coup sans retenue d'altitude, on peut même plus skier sur la plupart des domaines. Les arcs, 700 canons à neige, malgré la hauteur. Val d'Isère, on en parlait tout à l'heure, le village est à 1800 mètres d'altitude, on monte à 3002, c'est quand même super haut. Plus de 700 canons à neige pour assurer le ski à Val d'Isère. Une retenue d'altitude, moi je dis pas collinaire. Une retenue collinaire serait remplie par ruissellement de la montagne pour remplir la retenue. Pourquoi pas ? Ce serait plus ou moins naturel. Voilà, l'eau coule. Allez, on en manque quand même un petit peu en bas d'un point de vue biodiversité écosystème, mais allez, moi je dirais. C'est toléré. Je le tolérerais. Okay. En conditionnel. Retenue d'altitude. Tu mets une retenue en partie sommitale, il n'y a pas de ruissellement ou à peine. Tu remplis par captage d'une source ou d'un torrent. Dans la source, ton eau, elle est propre, quasi potable. C'est probablement en village souvent les sources qui alimentent les villages en eau potable. Tu la détournes et tu la montes par grand renfort d'énergie dans ta retenue d'altitude. Là, ton eau, elle croupit puisqu'elle est stockée dans un espèce de liner
de piscine, j'imagine, de moins bonne qualité en plus, je sais pas, je m'avance. Elle croupit dans son trou, et tu décides que cette eau que tu as déviée du cycle naturel et du réseau d'eau potable, tu l'utilises pour mettre dans tes canons à neige, pour assurer une économie ou une récréation qui n'est plus permis à cause du climat. Pour faire de la neige, il faut beaucoup d'eau, il faut beaucoup d'énergie et il faut du froid. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ces trois constantes-là, on ne les a plus ou elles sont très chères et rares. Alors, cette neige qui normalement est une matière première, aujourd'hui est une matière fabriquée. À partir du moment où tu fabriques cette matière, elle te coûte beaucoup d'argent. C'est juste qu'est-ce qu'on en fait. Aujourd'hui, on sait qu'en France, on a environ 35%, si je ne me trompe pas, des domaines qui sont recouverts, 35% de taux de couverture sur les domaines français. On utilise environ 28 millions de mètres cubes d'eau pour ça, ce qui est à peu près l'équivalent d'une ville comme Grenoble. Alors nous, comme tu disais très justement, oui, on a l'eau au robinet. Exemple, au mois d'avril dernier, dans les Pyrénées, le maire de Font-Romeu annonçait que super, la station a été bonne parce qu'il a 93% de son domaine qui est recouvert en neige artificielle. Très bien, tant mieux. Mais dans la même semaine, 4 villages sur le même bassin versant n'avaient plus d'eau au robinet. Un monsieur m'appelle et me dit « Est-ce que j'ai skié sur mon eau potable ?» Alors, j'ai regardé le bassin versant, je ne pouvais pas l'affirmer parce que je ne connais pas, mais probablement que oui. Et là, il y a un souci, ça s'appelle un conflit d'usage. Et là, il y a un souci éthique ou d'anticipation, ou est-ce qu'on doit forcer ce business à tout prix au risque d'atteindre des bassins versants et finalement qu'on n'ait plus d'eau. Mais aussi, je parle des écosystèmes, de la biodiversité. Je sais pas si tu sais, mais nous, notre Rhône, il est tel qu'il est, aussi beau, parce qu'on a le glacier du Rhône en Suisse. On prévoit quand même moins 10, moins 20, moins 30% de débit dans le Rhône, parce que le glacier s'amoindrit. Quand on n'aura plus d'eau, on fera quoi? On aura skié? Ben, moi, j'ai pas envie. Puis tu évoques ces villages pyrénéens, mais moi, j'ai entendu, il me semble, c'était l'hiver dernier ou celui d'avant, en Savoie, il y avait des villages également qui avaient été mis en défaut d'eau et ils avaient envoyé des camions amener de la flotte, oui, en bouteille, je sais plus exactement où. Entre Annecy et Genève, au pied du Salève, il n'y a plus d'eau. Ben là, pas très loin de chez nous, Rumilly. Je sais pas s'il y a des gens de Rumilly qui écoutent. Mais ce qui se passe à Rumilly, alors il y a une pollution de l'eau, mais il y a aussi un problème de disponibilité de l'eau. S'il n'y avait pas le lac à côté, qu'est-ce qu'on aurait fait? Ils sont un peu à la traîne aussi, il faut dire. Il y a un petit peu c'est pour ça qu'ils ont levé les permis, qu'ils ont arrêté les permis, parce que ils ont autorisé un nombre de logements supplémentaires et disons que les réseaux publics n'étaient pas encore assez. Oui, puis l'eau qui reste est polluée. On va parler des PFAS, ça c'est pas mon sujet, mais n'empêche que aujourd'hui on a une ville qui heureusement se situe entre deux lacs, où on peut dire on pompe l'eau du lac d'Annecy pour alimenter Rumilly parce que il y a une économie des gens qui vivent, etc. Mais t'imagines, il se produit ce genre de choses, tu n'as pas de lac, mais t'imagines Rumilly alimenté par camion-citerne. Ah oui, non, mais et comment ça se passe en fait? Ça serait surtout ridicule quelque part de se dire on en est là. On parlait des lacs justement. Alors je fais une petite parenthèse, un petit crochet, mais c'est vrai qu'on a peut-être pas tous, mais en tout cas c'est des images qui ont été largement partagées, diffusées. Ce fameux lac d'Annecy, qui on a l'impression qu'il est plus, qu'il y a une réduction visible de son niveau. Alors c'est pas la première fois, mais est-ce que justement sur cet instant-là, à cet instant précis, est-ce que toi, depuis ces images-là, t'as l'impression que les consciences sur Annecy se sont un peu... est-ce que les gens commencent à se dire, ah ouais, quand même, on devrait peut-être commencer à réfléchir... Enfin, disons que la sensibilisation recherchée, je pense que c'est surtout aussi l'objectif numéro 1 de cette association, la tienne, c'est de nous faire prendre conscience de ça, c'est déjà une belle victoire. Est-ce que ça a eu un impact, parce que c'est visuel, là, on peut pas le nier quelque part Cette année, c'est hyper particulier. On a une situation quasi comme en 2018, où on a une espèce de marée basse dans le lac. On a des nouvelles plages qui sont apparues. Tu peux marcher hyper loin. Des pontons ont été démontés. Les bateaux de la compagnie des bateaux ne peuvent plus s'amarrer jusqu'au pont. Ils sont au large du lac. C'est significatif, quoi. Ouais. En fait, moi je me dis est-ce que c'est grave? On en parlait tout à l'heure, ça dépend du mot grave. Alors c'est grave pourquoi? Pour moi,
parce que c'est la ressource en eau douce d'un immense bassin de vie, et notamment d'eau potable. Alors, sans faire de mauvais raccourcis et sans incriminer qui que ce soit, est-ce que ça, tu penses que justement c'est lié à cette captation d'eau Non, c'est pas forcément... Non, moi je pense pas. Au-dessus, il y a les Aravis. Non, je pense pas. C'est le manque de pluie, tout simplement En fait, c'est tout. C'est qu'on n'arrive plus aujourd'hui à avoir une équation qui fonctionne entre prélèvement et puis recharge en eau. On se sert du lac d'Annecy comme d'une bassine naturelle tampon pour dire on a besoin d'eau. Allez, on la capte là. Ouais. On veut skier au Semnoz. Allez, on capte le lac, on la monte en haut du Semnoz. Pourquoi pas? Il y en a qui pensent ça. Bon, écoute, chacun voit midi à sa porte. C'est juste un bassin de vie et c'est juste notre eau potable, en fait. Alors, on a cette impression de tout va bien parce qu'on habite dans des jolies cartes postales avec des lacs et des forêts. Mais tu as vu cet été nos forêts, elles étaient plus vertes, elles sont marron. Et puis, on a nos lacs qui manquent cruellement d'eau. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut, en fait, pour comprendre? Quand le Semnoz sera en feu, on va se dire, et on arrête? Juste, en fait, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis, plus tu déboises en haut, moins t'as de l'eau qui ruisselle un peu partout, et plus tu accélères le phénomène de sécheresse, et du coup, de ces lacs qui s'appauvrissent. En haut, on a ce qu'on appelle des zones humides, qui sont nos réservoirs d'eau et nos éponges d'en bas. Plus tu construis en haut, plus tu atteins ces zones humides et ces forêts. Quand tu déboises une forêt en haut, il y a des répercussions partout. Plus tu modifies les bassins versants et ce qu'on appelle les petits cycles de l'eau. Et puis un jour, t'as plus d'eau dans le lac. T'as le Rhône qui a moins 40% de débit. Faudrait peut-être arrêter des centrales. Du coup, t'as plus de jus. Si t'as plus de courant, t'as plus de courant chez toi, mais t'as pas d'eau non plus qui fonctionne par pompe. Je crois qu'on n'a pas trop bien compris de ce qui va nous arriver, peut-être si on lève pas le pied. Allez, écoutez, sur ces belles paroles, on se retrouve. Alors, mais je vous promets, une deuxième partie d'émission plus positive, parce qu'on aura, on va tenter de trouver des solutions et de dire comment on peut réussir à peut-être redresser un petit peu la barre. En tout cas, on se retrouve dans 2 minutes, 3 minutes, juste après une petite musique. À tout de suite. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Allez, c'est parti pour notre deuxième partie de notre émission, les murmures du lac, immobilier, histoire, avec toujours Valérie Pommier. Alors, on avait le sourire, on se marrait parce que, bien sûr, vous me connaissez, je suis dans l'immobilier, et c'est ça que j'attendais moi de cette année de radio en toute franchise, c'était de faire des mariages de style et de montrer à tout le monde qu'on peut être dans des univers, il n'y a pas de contradiction. Et c'est pour ça que j'apprécie Valérie, parce que cet état d'esprit de se dire, en fait, la clé c'est la communication. On va, je pense, un petit peu parler de ça maintenant, et de se dire que on peut faire les choses, on peut les faire correctement. Et ça tient qu'à nous, en fait. Faut arrêter de mettre des étiquettes, de dire, tiens, c'est un grand méchant promoteur, c'est un grand méchant agent immobilier, ou Valérie, tu es le petit agneau qui nous veut du bien. Non. Non, mais je pense qu'il y a du vrai dans tout ça, mais pas que. Il y a quelque chose à en tirer. Donc moi, je suis content de cette émission ne serait-ce que pour cette raison. Alors, on va essayer d'un petit peu développer cette deuxième partie en se disant, on a compris que l'objectif, tu l'as bien formulé tout à l'heure, c'est d'atténuer la vulnérabilité des territoires. C'est de dire, je mets en avant, je vous fais prendre conscience que nos territoires sont pas des ressources inépuisables. C'est ça que moi, c'est une phrase que j'aime bien, c'est quand on présente la terre comme un produit fini. À un moment donné, on peut pas rajouter de l'eau, on peut pas rajouter de richesse, de pétrole, de machin. On a une quantité préétablie, c'est comme ça et pas autrement. Donc la terre est pour ceux qui la voient comme un produit, n'oubliez pas qu'à un moment donné, la ressource va disparaître. Et là, on aura bien l'air fin. Je pense que c'est important, peut-être aussi de mettre en perspective les générations d'après. C'est vrai que ça, c'est un petit peu d'abnégation. Et là, je pense à tous les jeunes parents. Regardez vos enfants, dites faites un petit effort parce que eux vont le prendre dans la courge. Nous, à la limite, on a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Bon, je pense qu'on mourra en skiant peut-être, ou en ayant peut-être de l'eau encore. Mais dans 50, 100 ans, qu'est-ce qu'il en sera? Est-ce que c'est peut-être pour ça qu'on a du mal encore Est-ce que la France, c'est un enfant gâté? On en parlait aussi, on a la chance, vraiment la chance, pour ceux qui,
je pense, ont voyagé sans rendre compte, un petit peu dans le monde, que on a tout ce qu'il faut, on a un pays magnifique, la mer, la montagne, les ressources, on les a, on a le tourisme, donc forcément c'est tentant, on en parlait juste avant, 50% de la manne financière de la Savoie, c'est le tourisme. Est-ce qu'on a un petit peu justement ce comportement d'enfant gâté, de privilégié, et qu'on n'a pas envie, un peu comme un petit caprice, de se dire mince, pourquoi ralentir? On dit pas de tout arrêter, mais alors, est-ce que dans les solutions, ça c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, j'aimerais que tu nous la racontes, tu as participé, vous êtes toi, je pense un peu le collectif qu'il y a derrière et des relations que tu as, qui représentaient cette un petit peu ce combat, même si on n'est pas obligé de résumer ça en combat, des fois invité par des industries, etc. Alors, et tu me racontais en 2 mots, j'aimerais que tu nous résumes un petit peu justement comment s'est passée une journée de présentation d'une usine à neige, non? Oui. Ouais. Ah bah, vas-y, on t'écoute. Alors, en fait, c'est France Nature Environnement Haute-Savoie, okay, dont je fais partie, qui a organisé cette visite aux Arcs auprès de nivologues et de l'équipe qui s'occupe de l'enneigement de la station, donc de l'enneigement de la neige de culture. Et c'est hyper intéressant parce que on a rarement l'occasion de se mettre tous autour des tables. Il n'y a pas de pour, il n'y a pas de contre, il y a quelquefois des contre parce qu'on est en recours juridique et c'est très embêtant. Quand on arrive en recours, c'est que justement, on n'a pas réussi avant à se mettre autour des tables pour discuter sereinement d'une situation qui convient pas. Du coup, c'est un juge qui arrive et boum, et là, ça fait mal. Mais là, c'était intéressant parce que on apprend déjà sur les arcs comment ça fonctionne. On voit 3 jeunes hommes qui sont très heureux de leur métier. On parle d'économie, alors on parle beaucoup de ressources en eau. Ce qui est chouette, finalement, c'est déjà de pouvoir regrouper ces mondes différents, on appelle des écolos, vulgairement, je sais même pas si c'est un bon terme, des gens, ou du monde économique d'une station. Eux n'ont pas du tout l'impression de mal faire. Ils font probablement très bien leur job, parce que c'est très technique, et je comprends que ça puisse être passionnant quand on voit le degré de technicité de ce genre d'usines à neige qui sont des vraies usines à gaz. Et je me dis quand même que l'homme est bien un génie pour inventer tout ça d'un point de vue tech. Et puis de l'autre côté, les gens qui disent « Oups, attention parce qu'on utilise beaucoup d'eau, parce qu'il y a de la biodiversité », se disent, n'ont pas tort non plus de dire « Attention, est-ce qu'on l'utilise à bon escient ?» Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est juste d'en parler. Je voulais juste rappeler que l'eau sur Terre, si on a un 100% d'eau, 97% de l'eau de la planète est salée. Ça veut dire qu'on n'a que 3% d'eau douce. Et je crois qu'on a intérêt juste à se dire jusqu'où va, en fait, cette eau douce, jusqu'où on apprend à l'utiliser, parce que ce ne sont que 3%, et avec l'impact du réchauffement climatique, ça va encore changer. Et oui, il faut qu'on discute tous ensemble, bien sûr, parce que c'est en communiquant les uns avec les autres et pas contre les autres qu'on arrive à trouver des solutions. Et c'est justement cette invitation à la pour but d'expliquer, j'imagine, un petit peu leur fonctionnement, la réalité du terrain, et peut-être d'essayer de chercher une approbation en disant, voyez, on est attentif, on veut préserver, on veut optimiser, et de fait, je pense que ça peut également, on redescend d'un étage au niveau des tensions, et on se dit finalement, ah ouais, c'est pas mal ce que vous faites, ok, vous avez considéré ça. Peut-être que si vous alliez un petit peu plus par là, on trouverait un terrain d'entente qui finalement satisferait tout le monde. Parce que moi, je serais ravi de me dire, tiens, allez, on utilise les ressources, on les optimise. Alors, c'est vrai que chaque décennie, il y a des grandes avancées technologiques, et peut-être qu'aujourd'hui, ce qui est simplement dommage, c'est que si on avait on est quand même à un degré de technologie qui commence à être avancé, donc probablement que dans 50 ans on aurait des réponses qu'on n'a pas aujourd'hui, et qu'on se dirait mince, si j'avais eu ces outils-là, j'aurais pu peut-être préserver les choses différemment. Mais c'est quand même bien de s'apercevoir que c'est pas non plus le monde des grands méchants contre le monde des grands gentils. Il y a quand même une volonté, et comme tu disais, des gens qui sont passionnés, j'imagine, c'est clair qu'ils doivent avoir des postes intéressants, qui doivent comme nous, qui rentrent chez eux, qui disent tiens, j'ai pensé à ça, on va pouvoir faire ça, on peut économiser 3%, 10%, enfin ils doivent être bienveillants également, j'imagine, et que c'était agréable comme moment, et de se dire tiens, c'est pas des enfoirés, on peut quand même arriver à quelque chose, et je pense que c'est c'est chouette parce qu'ils font bien leur job. C'est juste de se poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait de cette eau en fait? Aujourd'hui, l'eau, c'est vraiment la problématique première, tu penses? Il y a
Alors, c'est ce qui est visible, parce que l'air qu'on respire, on le voit pas. Et puis, quand on parle des émissions de gaz à effet de serre, moi, je le vois pas parce que je suis pas quelqu'un d'asthmatique ou qui a des problèmes de santé. Mais j'imagine qu'il y a des personnes qui en souffrent. C'est juste ce qui est visible, les arbres, la forêt et l'eau. Mais le problème majeur, c'est bien les émissions, hein, on est d'accord. Hein. On doit cesser d'aggraver le problème du réchauffement climatique en cessant d'émettre ou d'accroître nos émissions de gaz à effet de serre. Mais j'ai l'impression, alors je sais pas si, je suis pas hydrologue, mais j'ai l'impression que c'est peut-être par l'eau qu'on va y arriver. Parce que c'est ce qui est visible et ce qui est vital au jour le jour. Si on n'a pas d'eau au robinet, eh ben, grosso modo, tu meurs. Ah bah oui. En fait. Mais c'est vrai que moi, comme beaucoup, je pense qu'on prend pas conscience de ça, mais c'est sûr que si on se levait un matin et qu'on se disait, tiens, machinalement, tiens, je vais ouvrir mon robinet, je vais me laver les dents, et tiens, il n'y a pas d'eau, puis je vais aller voir mon compteur, genre, tiens, maintenant, pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe? Et si on comprend petit à petit que on sort, on voit nos voisins, t'as de la flotte? Non, j'en ai pas. Bon, d'accord. Ouais, là, on va quand même être tout de suite, on va arrêter ce qu'on fait, je pense, et on va tout de suite essayer de comprendre, parce que voilà, c'est plus que vital, bien sûr. Est-ce que, alors, moi, je ne connais pas du tout. Est-ce que, par exemple, ces histoires de retenue, ce genre de choses, est-ce que tu penses qu'on peut arriver à créer un cercle vertueux en disant, ok, bon, soit que les stations ont un besoin de tant de millions de mètres cubes, est-ce qu'on peut leur, on dit que tout, rien ne se perd, tout se transforme. Est-ce que s'ils investissaient peut-être je sais pas, des moyens, j'imagine colossaux, mais est-ce qu'on arriverait finalement à satisfaire tout le monde, à se dire, ok, ou alors non. Là, je te vois. En fait, moi, je pense qu'on effectivement. Faut se faire une raison, quoi. Le ski, à un moment donné, allez, 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais. Je suis comme toi, hein. J'imagine une gamine, ces pistes qu'on dévalait. En plus, on a maintenant du matériel pour skier qui est ultra performant. On se fait hyper plaisir. Et voilà. On passe des super bons moments en famille, on voit nos gosses. Et encore une fois, on parle comme des personnes très privilégiées qui pourront le faire. Hein. Il n'y a que 7% des Français qui skient, n'oublions jamais. Mais bon, allez, on reste dans nos microcosmes de gâtés. Je suis vraiment désolée de le dire, mais ça va s'arrêter, en fait. C'est une certitude. Mais c'est obligé. C'est hyper triste. Mais ça va s'arrêter. Et jusqu'où l'homme doit-il intervenir pour que ça ne s'arrête pas? Pour repousser, quoi. Sachant que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'eau, l'énergie et le froid, les trois constantes qu'on doit avoir. L'eau, on voit que ça commence à être un sujet, à mon avis, qui va se politiser rapidement. L'énergie, on a bien vu. On voit sur les piscines, l'été, on peut plus remplir, etc. Enfin, ce qui est, bon, à la limite, voilà, c'est un débat. Moi, je pense que si, chers auditeurs, si vous avez une maison et que vous voulez une piscine, allez vite en mairie déposer votre permis, parce qu'à mon avis, dans les 2 ans, 3 ans, 4 ans, les piscines, ça sera fini. Ça va s'arrêter. Je pense. Ça, moi, effectivement, je le constate parce que 3 millions de piscines privées en France. Je crois qu'on est un des pays les plus... les États-Unis, je crois que c'est aberrant. Enfin, les États-Unis, de toute façon, tout est aberrant chez eux en termes de chiffres. Mais en France, on n'est pas non plus dernier de la classe. Hein. Loin de là, on a un nombre de piscines privées qui est important. Donc, bien sûr, après... Bon, est-ce qu'on doit être dans la punition à chaque fois? C'est ça c'est quoi une punition? Tu sais qui nous punit là actuellement? C'est le climat. Et encore une fois, on parle en tant que personne très très gâtée, entourée de nos lacs et de nos montagnes, où on se dit, attends, l'eau, il y en a plein le lac Léman, hein, il y en a plein le lac du Bourget, il y en a plein le lac d'Annecy. Donc où est le manque d'eau? En fait, on a aussi un problème de lacs qui se réchauffent, du coup d'eau qui est plus compliquée à traiter pour qu'on l'ait au robinet, du coup des coûts qui augmentent d'un point de vue énergétique pour juste qu'on puisse boire. Qu'est-ce qu'on fait en fait de tout ça, hein? Moi, je pense qu'on est à un moment où on doit l'anticiper pour pas justement qu'on soit puni d'un coup. C'est quoi la punition? Ah ouais, on peut tout juste se dire, c'est vrai que ça fait punition de se dire j'arrête de faire ça. Ça s'appelle le renoncement. Il y a un monsieur, pour ceux qui sont intéressés, qui est un sociologue du climat, qui s'appelle Stéphane Labranche, qui explique les phénomènes, on va dire, psychologiques et psychiques de qu'est-ce que le renoncement, pourquoi on n'y arrive pas, pourquoi on y arrive, qu'est-ce que le déni, pourquoi certaines personnes y arrivent et d'autres non, et puis pourquoi on se sent puni quand tout à coup quelque chose arrive et est trop violent pour la personne. Ça dépend qui on est en fait. Je pense qu'on a une capacité à bien sûr à tous accepter de faire on le verra comme un effort, on le verra comme quelque chose qu'on concède, on le verra pas forcément comme une défaite, mais on le verra comme un effort. Donc c'est de toute façon effectivement un petit peu compliqué.
Après, il y aura, j'imagine, tout le côté l'envers l'autre équipe entre guillemets qui va dire attendez, les stations, le ski, c'est des milliards, c'est des dizaines de milliers d'emplois, c'est des ressources, c'est un mix, c'est en France, j'ai plus le chiffre exact, ça fait longtemps que j'avais pas regardé, mais à vue d'œil comme ça, je dirais 250-300 stations. On est un des recordman dans le monde, donc ça fait beaucoup de monde quand même. Ça fait quand même beaucoup de monde. Et puis on a les plus belles stations. Je pense qu'on a parmi les plus belles stations également. Ça, je pense aussi. Donc disons qu'on est vraiment dans le trio de tête. Ça, y a pas de débat. Donc c'est vrai que ça fait un coup de frein qui est pas évident en tout cas. Est-ce que tu te dis pas qu'il faudrait faire avec l'existant? Alors, on a des infrastructures existantes, utilisons-les. Alors surtout moi, ce qui m'agace un petit peu effectivement, enfin ce qui pas m'agace, c'est pas le bon mot, mais ce qui peut me faire poser des questions, c'est que, alors c'est sûr qu'en vacances scolaires, on paye notre semaine une blinde. Alors est-ce qu'on pourrait pas revoir le calendrier scolaire, parce qu'il y a c'est vrai, non, parce que quelque part, ça c'est pareil, on s'agglutine tous en station 4 semaines par an, mais alors en janvier, pour ceux qui ont plus d'enfants ou qui ont la possibilité de poser leur congé, je pense que vous avez des prix qui sont un peu plus attractifs. En mars également. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a je m'imagine un taux de lit froid sur l'année qui, à mon avis, est important. Donc, quand votre domaine, on vous dit faites le bilan. Moi, je suis dans la location courte durée, donc c'est des sujets qui m'intéressent. Aix-les-Bains, on a la chance aussi, je passe du coq à l'âne, mais d'avoir une rentabilité locative sur de la courte durée assez importante à l'année. On a les cures thermales, on a le lac l'été, donc on a du business toute l'année. Donc ça nous fait vivre toute l'année. Mais en station de ski, sur l'hiver, les chiffres, si vous êtes déjà à 70-80%, c'est pas mal. Donc, en fait, on a 3 400 000 lits en station. Et on estime que la moitié sont des lits froids. Alors, à l'année, j'imagine, non? À l'année, ouais. Mais c'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup, mais c'est sûr qu'en mai, par exemple, moi, les stations, je connais bien, j'ai fait mes débuts, j'ai habité dans plusieurs stations. Tu vas en mai en station, il n'y a personne, enfin, c'est normal. Et c'est dommage. C'est autre chose, disons. Pour le business, c'est dommage. Après, moi, je pense que les stations s'en sortiront quand on arrêtera de vendre la montagne comme une saisonnalité de ski. Alors, on en parlait aussi. Est-ce que, en étant objectif et sans faire l'avocat du diable, est-ce que vraiment il y a une alternative à ça? Alors, ça dépend, c'est quoi l'alternative? C'est quoi? C'est juste de vivre tous à peu près normalement sur Terre, ou c'est de se dire je continue coûte que coûte? Moi, je vois des vidéos des fois plutôt de surfeurs que de skieurs. Alors, je sais pas, j'ai aucune idée de savoir ce que ça vaut, mais c'est dans les dunes de désert, là, ils skient sur du sable. Alors, est-ce que ça va être la mode dans 50 ans? Je veux dire, on va aller pomper le sable du Sahara, on va faire des pistes de... Et, ma foi, on sait pas. Parce qu'à la fin, la neige, à la limite, j'ai envie de dire, si on pousse la logique au bout, on s'en fiche. Moi, me cailler à -10 sur le télésiège, c'est pas le kiff, hein. Le kiff, c'est de dévaler une piste en me disant, si je m'éclate la gueule, normalement, je vais pas trop me faire mal. Et j'ai une sensation de vitesse. C'est ça que je vais apprécier. Donc après, que je le fasse en t-shirt sur du sable, ma foi, pourquoi pas? Enfin, à la limite, la culture du froid, on s'en fiche, quoi. C'est à la limite, manger une bonne fondue pour se réchauffer, d'accord. Mais scaler les miches, on court pas après ça, c'est ça que je veux dire. Donc c'est la glisse qui nous intéresse. C'est l'adrénaline, c'est les paysages, bien évidemment. C'est sûr que non, mais de toute façon, on va pas refaire l'article, hein, le ski. On a envie d'aller skier, Valérie. Maintenant, voilà, c'est pour ça que ça peut pas s'arrêter. C'est pas de ma faute ce qui arrive. Si, l'homme est responsable, mais pas que de ma faute. En fait, de dire la vérité, tu sais, c'est pas. J'entends beaucoup le terme ski bashing. C'est pas ça. C'est on aime tous le ski. C'est juste qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on sait et comment on essaie tous essayer de réduire ce qui va nous arriver au maximum, juste pas parce que ça nous ferait plaisir, mais c'est parce que derrière nous, on a d'autres générations qui arrivent. Alors moi, je pense juste à ça, en fait. Donc, une piste intéressante, ce serait aujourd'hui de se concentrer sur l'existant. Oui. De ne pas, on ne renie pas ce qui est là. Oui. C'est une ressource réelle, on en a besoin. Oui. Donc finalement, le message, il est pas du tout on n'arrête pas le ski. Radical. Il est plutôt quand même optimiste et positif. Et ça serait déjà de finalement se concentrer sur le réel. Tu considérerais, tu serais satisfaite de... moi, je me dis, si les subventions publiques aujourd'hui, parce que c'est quand même les impôts de tous, arrêtent de se concentrer sur ce modèle qui est mort. Je veux dire, si toi, tu vas à la banque demain pour inventer une boîte comme ça, la banque ne te prête pas, c'est viable, c'est un modèle mort. C'est pas viable. Donc, en fait, c'est se dire, on a l'existant, on a nos grosses infrastructures qu'on doit rentabiliser, allons-y. Alors ça, c'est de l'existant. Mais arrêtons de conforter ce modèle pour se recréer de la dette encore 30-40 ans où il va falloir continuer le même truc 30, 40, 50 ans faire du mal pour avoir un retour sur investissement. Si les subventions publiques aujourd'hui ne servaient pas à conforter le modèle, peut-être qu'elles serviraient à penser à la transition.
Alors en conclusion, on va, je pense, faire une conclusion évidente. C'est un sujet qui mérite débat et qui était intéressant. Voilà, encore une fois, je me répète, mais ravi d'avoir pu tenter d'ouvrir le dialogue. J'espère que ce message aura écho et que voilà, vous tous qui nous écoutez, pouvez aborder ces discussions avec vos familles, vos proches, au travail, etc. Si vous êtes vous-même directement confronté à ça et à l'esprit que une discussion constructive, c'est une discussion dans les deux sens. Faut considérer un peu les aspects de chacun, l'économie d'un côté, la préservation de l'autre. Valérie, vous pouvez la retrouver sur les réseaux, donc Résilience Montagne, la page Facebook, LinkedIn bien sûr, en priorité le réseau professionnel. Donc elle aura, si vous avez des questions, si vous voulez lui poser des questions tout simplement, je pense qu'elle se fera un plaisir de vous répondre. Et puis encore une fois, alors je pense on essaiera de refaire une émission. Vraiment, j'ai apprécié ce moment et on essaiera de trouver des sujets un petit peu pour continuer un petit peu tout ça, voir s'il y a des sujets d'actualité. Là, on a survolé un petit peu les choses. On aurait pu, je pense, étaler bien plus. Mais bon, on a une petite grille horaire à respecter, mais qui était déjà fort intéressante. Merci encore de ta venue. Romain, merci beaucoup pour ton intérêt. C'est vraiment gentil. Ah non, mais c'était avec un grand plaisir. On retrouvera l'émission en podcast. On la partagera avec beaucoup d'intérêt et on sera très content de réécouter ça. Écoutez, nous tous, on se retrouve dans 15 jours. Restez bien là, c'est 18h moins quart, toujours en direct sur les ondes de Radio Grand Lac. Une petite coupure musicale là de 25-30 minutes. Et puis on aura plaisir à retrouver Pierre-Luc pour son émission phare, Un jour un lac, un entrepreneur. Aujourd'hui, on va parler avec lui réseau. Enfin, il va parler, parce que moi je vais bien sûr lui laisser la place. Et on va parler du réseau Entreprendre. Donc on va avoir, j'imagine, dans le titre, tout un tas d'entrepreneurs qui vont nous parler de club business de la région. Donc on a hâte d'en savoir un petit peu plus sur ça. Encore une fois, Valérie, merci beaucoup. Merci, bon retour sur Annecy, parce que Valérie est venue en train. Alors ça, c'est dernière petite information qui était intéressante. Combien de temps t'as mis pour venir parce que Annecy à vélo. Et à vélo en plus, ouais. Électrique. Une vingtaine de minutes, je crois, en train. Super bien. Et pour arriver sur le studio de Radio Grand Lac. 6 minutes depuis la gare de Grésy. Imaginez ça, c'est petit message subliminal à tous les gars qui font le trajet tous les jours et qui en pâtissent. Vous voyez, en train, 20 minutes pour aller à Annecy. On se rappelle ça. Écoutez, à tous, une belle fin de journée sur les ondes de Radio Grand Lac. Et puis, vous oubliez pas, dans une demi-heure, Pierre-Luc vous attend. Merci beaucoup. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.